joueurs qui jouent le NBA, la plupart n'ont pas commencé le basket avant 10 ans. Donc, tout à fait. Ouais, puis on a vu des mecs, enfin, si on prend quelques anciens, on prend Olivier Magne qui arrivait du ski, on avait Jérôme Thion qui arrivait du basket. Donc on se rend bien compte que si on parle des habiletés motrices, on a des garçons qui vont se développer autrement grâce au hand, grâce à d'autres sports. Et qui vont amener justement une autre façon de jouer et une mobilité qu'on n'avait pas forcément dans le rugby. Et tu sais bien, Greg, c'est que aujourd'hui tu vas en discipline parce que ton environnement t'y amène. Tout à fait. Voilà, moi je suis le rugby parce que mes parents jouaient au rugby, mais peut-être que j'aurais pris une autre discipline, j'aurais peut-être pris plus de plaisir, ça on ne sait pas, donc on reste au rugby, et que peut-être un jour j'aurais été champion du monde de tir à l'arc, mais ça on ne le sera jamais. Donc l'idée de toucher à tout, c'est trouver l'activité qui nous plaît. Nous on espère pour nous le rugby évidemment, mais si ça plaît, on s'investit plus et on a plus de chances de réussir, c'est comme l'école. En fait. Voilà, Tifosi, ça répond un peu à ta question, qu'avez-vous pris au foot. Voilà, c'est les habiletés sur lesquels les enfants peuvent travailler, donc ça peut être le jeu au pied, ça peut être les appuis, ça peut être la vitesse, ça peut être la coordination, donc voilà. Et Jean-Luc te pose la question de savoir si le multisport est toujours d'actualité. Le multisport. Le multisport, je veux dire, au niveau du club, au niveau de la section, et donc de l'école de rugby, moins de 6, moins de 8, moins de 10. Si le mercredi, qui est la journée des enfants, venez sur les terrains, en fait, on fait tout sauf du rugby. On fait du rugby le lundi soir et on en fait le samedi. Et finalement, quand on voit sur le terrain, j'ai l'impression que les enfants ils s'en portent pas moins bien et finalement peut-être même mieux. Quoi. Ouais, tant mieux. Bon, donc après, quand tu étais 100% rugby, c'est quand même sous ta direction avec bien sûr Bertrand Rioux qui est responsable de son information. Mais si je ne me trompe pas, tu as un titre Crabos, un titre Échelle et 4 titres Espoir. Et puis quand on écoute ton accent, pour ceux qui ne savent pas, il est né à Perpignan, donc... Un super week-end pour moi. Excellent week-end. J'ai doublement fêté ce samedi soir. Il y avait, dans le respect des consignes sanitaires évidemment, on a bien fêté ça à la maison vers 19h et puis après vers 23h. Ouais, moi j'ai mes amis catalans aussi qui ont fêté cette montée de la Pro D2 en top 14 et puis les espoirs de Perpignan qui malheureusement ont perdu contre le Stade Toulousain qui avait éliminé nos espoirs. J'en profite, Cyril, pour rebondir sur toi. C'est facile de rebondir. Voilà, c'est ce qu'il faut. Alors ceux qui critiquent les gros, Cyril est un super numéro 10 pour ceux qui ne l'ont pas vu jouer. Et il n'est pas gros. D'ailleurs. Il est musclé. Voilà. Et je dirais rien, j'ai joué derrière moi aussi. Moi aussi, je joue derrière. Cyril, justement, pour revenir à toi, avant de venir à ta carrière d'entraîneur, tu arrives de Bord-les-Orts, je crois, si je me trompe pas. Donc on en revient à ce qu'a expliqué Freddy, c'est que tu faisais partie d'un club aux alentours et voilà, tu es passé par le sport-études du Sel. Ouais. Ça va faire plaisir aussi à quelques copains qui regardent l'émission. Et c'est du sport-études du Sel que tu as pu intégrer les Crabos. Exactement. De l'ASM. En 2010, les Crabos. Ouais, 2010, ouais. Donc du coup, avec un titre à la clé. Ouais. C'est ça. J'ai eu cette chance, ouais. En tant que joueur, tu as réussi à avoir un titre Crabos et un titre Espoir. Exactement. Ouais. C'est ça. Ouais. Et là, on dit comment quand on est joueur? C'est la semaine d'après qui est compliquée. Non, c'est des super moments. C'est pour ça qu'on fait ce sport. Ouais. Et du coup, puisqu'on parlait de la formation avec toi, Freddy, c'est un peu comme ça que tu es devenu entraîneur. C'est qu'on t'a permis de te former. Ouais. À travers le BPGEP, parce que Freddy, tu as dirigé aussi, je ne l'ai pas dit, mais la DPS. Oui, j'ai eu plusieurs vies. Et la DPS, en ce moment, est dirigée par Marion Kélin, qui est aussi dans le rugby, qui travaille au comité d'Auvergne de rugby, pour ceux qui la connaissent, qu'on embrasse tous. Donc, tu as pu faire une formation... Ouais, j'ai passé le BPGEPS Activité physique pour tous, en 2 ans. Ensuite, un plus spécifique au sport collectif avec la mention rugby. Je suis intégré l'école de rugby en tant qu'éducateur avec les moins de 9 ans. Voilà, et puis ça t'a plu, donc du coup tu as pris en main les Goderman, parce que pour... Voilà. C'était Sam Chirouk, Jean-Luc, l'entraîneur en 2010. Des espoirs, ouais. Et donc tu as pris en main les Goderman. J'en revenais, parce que pour les cadets, c'est différent de notre génération. Ça veut dire que maintenant, ils ont vraiment dissocié les premières années des deuxièmes années. Oui. Donc il y a Goderman pour les U15 et à la mercerie pour les U16. U16, exactement. Voilà, donc toi, tu as entraîné les deux catégories. J'ai entraîné les deux catégories. Ouais. J'ai commencé par les moins de 15, avec les Goderman, avec Johan. Et ensuite, je suis monté avec les moins de 16, 2 ans. Ouais.
Ouais. 2 ans. Ouais, c'est ça, c'était avec Laurent. Non, il n'y avait pas Laurent. Non, j'étais avec Vincent Huette. Ouais. Et après avec Stéphane Aymar. Et Mathieu Dopeux, la 3e année. Et Mathieu Dopeux, ouais. Et Stéphane Aymar qui est parti avec Sam, justement, entraîner les féminines. Voilà, et du coup, cette année, avec Adèle Fella, on t'a demandé de prendre les espoirs. C'est quoi qui change entre les jeunes, où on peut avoir des ados qui sont quand même un peu avec de la testostérone et puis vouloir montrer qu'ils grandissent vite, et les espoirs qui, eux, commencent déjà à être des grands garçons. Ce qui est différent, c'est que c'est un public adulte, donc on ne peut plus les prendre de la même manière. Ils ont plus de certitude et de conviction, donc c'est des fois plus particulier pour les faire changer d'avis ou essayer de leur amener ce qu'on veut leur amener. Mais c'est quand même tout aussi plaisant. C'est plus facile avec des jeunes, parce qu'on peut leur faire ce qu'on veut. Ouais. Et ils nous suivent. À partir du moment où ils ont confiance, ils nous suivent à 100%, peu importe qui on est, peu importe si on est bon entraîneur ou pas. S'ils ont confiance en nous, ils nous suivent à 100%, donc c'est vraiment plaisant pour ça. Ouais, est-ce que les espoirs, ça a déjà des convictions Oui, ils ont pour déjà beaucoup. Plus adultes, donc forcément, ça par exemple, un peu moins de répondants derrière. On en avait 18 qui sont au quotidien chez les pros. Voilà, c'était une question que j'allais te... Voilà. C'est quand même, ça n'a rien à voir. Est-ce que ça, c'est difficile à gérer, par contre? Parce que de ne pas les avoir tout le temps pour l'entraînement, c'est... Sur certaines périodes, ça peut être compliqué en fonction des matchs, mais le club a l'habitude de fonctionner comme ça. Ça se fait depuis des années. Avant, il y avait Xavier Sadorni qui faisait le lien entre les deux. Bon, maintenant, Xavier est à 100% avec le groupe pro, mais on a Adèle qui entretient les échanges au quotidien, donc on anticipe et on sait faire maintenant. Ok, bon, on va revenir à votre saison, du coup, saison un peu particulière avec cette Covid qui... On a eu pas mal de matchs qui ont été un peu impactés. T'as joué au moins. Mais par contre, voilà, parce que c'est vrai aussi que vous êtes saison compliquée, mais ce qu'on a dit aux joueurs toute la saison, c'est qu'on avait la chance de nous pouvoir s'entraîner tous les jours, de pouvoir jouer tous les week-ends. Alors, quand il y a des cas positifs, on ne jouait pas, mais voilà, fallait se faire tester toutes les semaines. Il y avait des contraintes, mais on est quand même des grands chanceux d'avoir pu vivre une saison comme ça. Bien sûr. À comparer de tout ce qui s'est passé à côté de nous. Belle saison en plus, qui s'est quand même en demi-finale. Belle saison, déjà saison régulière, où hormis l'ogre catalan, j'ai dit rien. qui vous a posé quelques soucis, ça a quand même été plutôt bon dans l'ensemble. Oui, on fait une belle saison. On avait un groupe jeune, malgré tout, avec beaucoup de joueurs qui arrivaient des Crabos. Et non, on fait une belle saison. On a 3 défaites, 2 contre Perpignan. Une contre Grenoble et la demi-finale, donc ça fait 4. Mais sur la saison régulière, 3 défaites, non, c'est très bien. On a cravaché pour se qualifier, mais c'est intéressant. Non, c'est vrai, félicitations pour ça. Après, c'est vrai que cette demi-finale, c'est quoi qui a pêché? Parce que bon, si on enlève l'essai à la dernière minute... Ce qui a pêché surtout, c'est qu'ils sont, je pense, plus complets que nous. Globalement, on a eu les 20 premières minutes où on a été ultra cohérents et on a su tenir un peu le match. Et puis après, ils sont... trop joueurs, ils sont nourris de nos erreurs. La Toulousaine, quoi. Voilà. C'est le même schéma entre les espoirs et les pros, de toute manière. Oui. D'accord. Question à tous les deux. Quels sont les objectifs chez les jeunes l'année prochaine Vas-y, Freddy. L'objectif est toujours pareil, c'est la formation. C'est vrai que tu parlais de l'idée qu'il y avait effectivement des va-et-vient et que c'était difficile des fois à gérer pour les espoirs, même si l'objectif premier, c'est former des joueurs pour l'équipe première. Donc on dirait presque que le résultat espoir, il est secondaire. Presque, évidemment, les joueurs comme les coachs, ils ne rentrent pas pour perdre. Mais on est dans la dynamique, c'est qu'on a un maximum de jeunes qui progressent et qui évoluent vers la catégorie supérieure. Donc ça, c'est vraiment un objectif. Et la cerise sur le gâteau, c'est que plus on aura de jeunes, des locaux qui s'entraîneront avec les pros, voire joueront, c'est ça qu'on souhaite. Alors on sait bien que l'équipe première, l'objectif c'est d'avoir quasiment les meilleurs joueurs d'Europe, voire plus. Donc si on a des Auvergnats, ça veut dire que finalement il y a du bon boulot qui a été fait, et bon boulot qui a été fait par les clubs autour dans un premier temps, et puis pour nous, pour parachever le dispositif, c'est ça l'objectif. Ok. Et toi, Cyril, un titre? Le titre, comme dit Freddy, c'est quand même secondaire. Après, on dit souvent aux joueurs quand on début de saison, quand on est à l'ASM, on est là pour jouer des titres dans toutes les catégories. Après, on a les moyens ou pas.
Mais l'objectif principal, ça reste de voir des jeunes comme Benjamin Boudou, Maïs, Amato Zero, Daniel Bibi-Wizu jouer quasiment tous les week-ends. Là, Sanguin, Amato Zero. Ouais, mais ça fait plaisir de... Mais nous, on se régale de les voir jouer. Tu m'étonnes. C'est sûr. On aimerait bien les avoir avec nous. On se régale aussi. Mais de les savoir qui jouent au Michelin, au Racing, à Toulon. Tout à fait. C'est des expériences formidables pour ces jeunes garçons. J'allais rebondir sur Aurélie qui disait, parce que j'ai fait l'erreur aussi, Aurélie, ils sont pas 3 espoirs à partir faire le tournoi destination U20, mais 4. Donc il y a le jeune Tixeron, il y a Boudou, il y a Enzo Quito et on a justement oublié Bibizez-vous qui fait partie du groupe. Alors comme il est dans le groupe pro, il y a une possibilité qu'il ne soit pas libéré par les pros puisque la fin de saison peut être haletante pour nous jaunards, mais pour l'instant il est convoqué. Pour le moment il est convoqué. Voilà. Donc ça aussi, ça fait plaisir de voir cette formation, Pierre. C'est la formation qui est récompensée. Et il y a Muratos qui demande si la marche est haute justement entre les espoirs et le top 14. Je pense qu'il fonctionne quand même, enfin, on le disait tout à l'heure, il y a quand même 18 cette année qui ont joué, enfin, plus ou moins qui ont fait le sparring partner avec le top 14. Donc je pense qu'il y a quand même la marche est peut-être pas si haute que ça. Après c'est au niveau des matchs que la marche est plus haute parce que il y a plus d'intensité dans le top 14 que dans les espoirs, forcément. Après, ce qui est facilitant pour les jeunes, c'est que le projet de jeu entre l'équipe première et les espoirs, il est identique. Après, on essaye d'avoir le même. Par exemple, nous cette année, on a des espoirs qui montent avec les pros, mais on avait aussi pas mal de crabos. Vu qu'ils ne pouvaient pas matcher, ceux qui ont 18 ans, on les a très vite fait monter avec nous. Les espoirs. Et du coup, vu que le projet de jeu est descendant et en commun, c'est très facile pour eux. Après, matcher, là, c'est autre chose. C'est que le niveau top 14 est bien plus haut que ce que nous, on peut faire en espoir. Ouais. Après, Roro, l'autre jour, à l'émission, nous expliquait justement, parce que des fois, les supporters se posaient la question pourquoi on n'avait pas de grosses recrues ou beaucoup de recrutement. Et c'est vrai que ce fonctionnement d'avoir ces espoirs qui intègrent le groupe pro, on s'habitue à les voir chez les pros et quand ils arrivent à signer un contrat pro, ça reste des recrues, mais ils arrivent du centre de formation et du coup on privilégie la formation. Et voilà, donc c'est aussi à souligner où on continue à l'ASM d'avoir au-delà de la démarche du GIF, d'avoir des vrais joueurs issus du cru, parce que même un mec comme Amato Zero, s'il est australien d'origine, voilà, quand il va arriver à maturité, il aura quand même une dizaine d'années sous les couleurs montferrandaises, quoi. Si on regarde, nous déjà. Si on arrive à le garder, s'il ne progresse pas trop vite et qu'on ne se fait pas chier. Je crois que dans les groupes, c'est un bon équilibre, avec forcément de la jeunesse et qui va pousser, avec des joueurs d'expérience et quelques joueurs que le groupe professionnel recrute. Si on arrive à voir l'équipe arrive à avoir une bonne alchimie, c'est positif que pour tout le monde, et donc c'est bien que ces jeunes poussent derrière. Moi, j'aurais une question par rapport à la formation. Pourquoi on a beaucoup plus de jeunes de devant qui sortent que de derrière ? Ouais, alors ça c'est une super question parce que nous des fois on se la pose aussi parce que quand on regarde depuis X années le nombre de joueurs qu'on a pu monter au niveau du club avec l'équipe professionnelle, on a dit bon les piliers il n'y a que ça, Etienne Falgo, puis même là ce qui arrive derrière il y a du bon aussi. Rafchom, etc. Partout. Clément Henrique, donc énormément. Deuxième ligne bon aussi, on peut avoir un l'âge 100% local. En troisième ligne entre les Lapendry, les Cancorriers, etc. de frères Lanen, voilà, tout ça. Et donc c'est vrai que après, ça coince. Alors on a eu une période effectivement il y a un peu, mais des fois à un moment donné on a même manqué à l'ouverture. C'est vrai qu'on a des jeunes qui ont tenté. Voilà. On espère là il y a une petite vague sympa qui monte. Bon, certains ont eu des blessures, etc. Mais on espère que ce manque va être comblé par le travail. Alors franchement, on ne se l'explique pas et on l'a même mené au sein même du club, en relation avec les clubs, essayer de peut-être avoir un œil plus avisé sur des jeunes à ces postes-là. Alors, justement, quid de Donovan Tolofoa, parce que vous êtes plusieurs tifosi à nous poser la question. C'est vrai que quand on le voit exploser comme ça au Racing... Ouais, c'est sûr. En tout cas, c'est des choix d'entraîneur. C'est qu'à ce moment-là, chez nous... Et il y avait Tim Bergen aussi qui est là aussi. Et c'est à ce moment-là, à un moment donné... il y a peut-être moins de besoin à ces postes-là. Et puis, les garder pour les laisser sur un banc, c'est peut-être pas l'idéal. Le staff, il pensait que c'était pas le moment pour lui. Peut-être que ça l'aurait devenu plus tard. Et il a fait ce choix de le Racing. Il explose là-bas.
Après, tant mieux pour lui. C'est formidable pour le garçon. Ouais, c'est ça. C'est d'ailleurs des stats qu'on suit un peu, avoir tous les jeunes qui sont passés par le club et qu'on voit dans d'autres équipes de top 14 ou Pro D2. C'est vrai que dans le monde professionnel, c'est vrai que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on a eu des joueurs qui sont arrivés, qui avaient des potentiels peut-être supérieurs à d'autres, mais ce jour-là, il y avait 3-4 joueurs devant eux. Et de l'autre côté, 6 mois ou 2 ans ou 3 ans plus tard, tu as un joueur qui peut-être avait moins de potentiel, mais à ce moment-là, il y a 2-3 blessés, il se met, il joue, d'un seul coup, il enquille, il fait 2-3 bons trucs, confiance, le staff lui fait confiance, il lui fait prendre la confiance, d'un seul coup, il prend une autre dimension. Et franchement, il y a des paramètres qu'on ne mesure pas. Et voilà, peut-être qu'il serait resté, ça aurait peut-être pas marché non plus. C'est ça. C'est difficile à dire. C'est franchement. Une carrière se joue à pas grand-chose. Ouais, non, c'est sûr. Non, je parlais pas de Après, c'est un peu partout pareil, il n'y a pas que dans le rugby. Non, mais même dans le monde, c'est compliqué. Dans le monde privé, des fois, tu étais là au bon moment, au bon endroit, au bon moment, ça. Et ça passe. Si on savait, on ne se tromperait pas. C'est clair. Enfin, j'espère. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors justement, puisqu'on rebondissait sur les joueurs qui ont percé dans le top 14, on va passer justement au débrief avec le regard avisé de vous trois et de vous derrière votre écran. Donc si Ghislaine veut bien nous mettre le jingle, on passe au débrief de ASM La Rochelle. Alors, ouf, victoire de l'ASM 25-20, qualifié, barragiste, objectif de la saison atteint, maintenant j'ai envie de dire, on repart balle au centre et... Sur ce match, il n'y a rien à dire. Non, moi, je trouve que c'est mérité largement. On a vu une belle équipe de l'ASM, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Enfin, moi, je me suis régalé devant ce match. Il y a des joueurs qui ont encore fait un match énorme, quoi. Enfin, on a un parent en cours de gala qui nous passe tout au pied. Enfin, t'as l'impression que je sais pas, il est téléguidé ce ballon des fois. T'as l'impression, quoi. On a un jet de Raziak. Devant, j'ai trouvé que le paquet d'avant en général, parce que Falatea fait un gros match. Fourcade, des joueurs qui arrivaient à enchaîner, il a eu l'occasion d'enchaîner 4-5 matchs. J'espère qu'on ne va pas le griller trop vite parce qu'on n'a pas beaucoup de remplacements derrière, mais il fait encore un match énorme. Ouais, Aurélie, je te rejoins entièrement. Une mêlée dominatrice où on bat 100% de notre conquête en mêlée, 2 mêlées gagnées. En touche, c'est pareil, on doit faire 2 contre ou 3 contre. 2 ou 3 contre. Sans parler de leur raté, parce qu'ils ratent 5 touches en tout, mais il y en a 2 où on les récupère. Parce qu'on disait que la touche avait repris depuis que Ituria était revenu. Il fait du bien dans le secteur. Il a fait énormément de bien, mais là il n'était pas là et Paul a tenu la baraque. C'est vrai que la perte de deuxième ligne, Paul revient à son meilleur niveau et c'est tant mieux, ça fait plaisir. Et puis Yato commence à prendre commence à prendre un petit peu d'expérience, je trouve qu'il se sent de plus en plus à l'aise. Ouais, après Yato, c'est la mêlée, quoi. En deuxième ligne, après le reste, il joue comme il joue avant. C'est un peu un électron libre. Je suis un peu là. Un joueur à attraper, et puis voilà. Voilà, c'est ça. En plus, il se met dans des tâches où il était sur la défense. Avant, on voyait plaquer fort de temps en temps. Mais là, ce week-end, non. Il a été impressionnant. Ouais, on a eu une troisième ligne, Cancoirier et Fischer, chacun dans leur registre. Qui sont filés en grattage, l'autoplaquage et en touche. Ça en a battu. Fritzli, comme d'habitude, c'est comme para, c'est la régularité. C'est tellement maintenant du haut niveau à chaque match que je crois qu'on fait même plus attention au fait qu'ils nous sortent des prestations quand même de haut standing à chaque fois, quoi. Mais je vais rebondir sur ce que dit Jean-Luc aussi. C'est vrai que la défense sur le premier essai, un peu. Alors, non, parce que c'est vrai qu'il y a eu 2 trous d'air sur 2 essais. À l'inverse, par contre, je les ai sentis super sereins défensivement. J'ai trouvé qu'on était en place. Bon, après, tu te trouves 2 fois, tu payes cash, c'est La Rochelle. C'est comme tout. Je trouve que sur ces quelques derniers matchs, c'est un petit peu récurrent sur la défense où il y a des manques de plaquage qui sont quand même assez. Après, tu as sur le premier essai qui marque. Il le referait 50 fois de plus, ils ne feront jamais la même chose. Quoi. Là, franchement, tout est dans le bon timing. Tu as le deuxième ligne qui fait la passe au bon moment, au bon timing. C'est ça aussi. Franchement, tout est joué millimétré. Bien sûr. Je pense qu'ils l'ont peut-être passé 5 fois l'entraînement avant, ils l'ont peut-être pas passé une fois. Et que là, franchement, c'est condamnable. Chez Kemat, il y a une partie de chance aussi. Je dis pas que. Roule sort des grosses prestations en plus en ce moment. Et puis, c'est vrai que par contre.
J'ai perdu son nom à notre 3 carrés. Damien, ouais, voilà. Damien, c'est vrai qu'en ce moment, il monte en pointe et je pense qu'à force, il est lu par les adversaires parce qu'il le fait maintenant systématiquement. Et je pense que ça aussi, il va falloir qu'il règle le tir parce que avec la vidéo, maintenant, ils se rendent compte que... Après ça aurait coûté un essai là, mais je pense qu'il en a sauvé. Puisqu'il a eu apporté aussi en inscrivant des essais et avec les percées qu'il a fait. Non, ce type de défense, c'est pas simple, hein. Franchement. Bon, là, c'est à risque. Non, c'est à risque. C'est un parti pris et c'est pile ou face, mais presque. Ouais, mais comme dit Greg, peut-être sur l'essai, je pense. Maintenant, il le fait pratiquement systématiquement, mais je pense que sur l'essai, je pense que c'est voulu parce qu'on a notre arrière qui est à l'extérieur. D'ailleurs, c'est pour ça que Rouls ensuite passe facilement parce que du coup, on a quasiment une ligne de défense et pas de R2 ou voire de R3. Et ce qui facilite la tâche du fait du plaquage raté par les gars. Mais voilà. Bon, après, hormis. Seule la victoire importe, Coco, t'as raison. Et puis celle-là, elle était visée, il l'avait annoncé, Rougerie nous l'avait annoncé, elle était... elle est là, elle est belle, parce qu'en plus elle est belle, je trouvais que la prestation des joueurs... La prestation était belle. En plus de la prestation, c'est tout le contexte. Hein. Tu fais le même match peut-être il y a 6 mois, c'est pas la même chose. Là, c'est un match, c'était un huitième de finale. Exactement. Avec l'enjeu. Effectivement, pas de public. Depuis le début, ils le savent, mais on sait que le public, quand même, c'est quand même un plus dans cette équipe-là. Tout le monde n'a pas cette implication du public. Non, mais c'est vrai, quoi. Ce match-là, La Rochelle, ils sont venus équipés. Ils sont venus pour faire quelque chose. Ils sont pas venus, ils n'ont pas mis l'équipe B. Ils jouaient quand même leur place en demi-finale directe, donc c'est sûr qu'ils ne sont pas venus jouer petit bras. Une semaine de repos de plus, c'était, tu vois, tout était dans tu sais que l'ASM était depuis le début un peu ils font les montagnes russes, etc. Et là, c'était bien sur ce match-là, effectivement, comme tu l'as dit, sur la conquête, etc. Et on le sait bien, c'est quand même la base. Après, c'est plus facile pour le reste. Après, les avants décident de qui gagne et les 3 quarts de combien. Ça fait quelques saisons. Son entrée au mois d'août aussi. Peut-être. Après, quid de l'arrangement, un point. Enfin, le score arrange tout le monde. Voilà. Jusqu'à la dernière. C'est vrai que sur la dernière minute où ça joue un peu à toi à moi, etc. Mais sinon, jusqu'à cette minute-là, ils peuvent aller chercher la victoire. Parce qu'à un moment, ils peuvent chercher la victoire. Toi, tu es aussi le fait que tu vois un peu ce qui se passe sur les autres terrains et tu dis que si tu perds, tu passes à la trappe. C'est ça. Je pense pas que les joueurs étaient renseignés à ce moment-là, mais malgré tout, quand tu vois les oppositions, tu savais comment ça allait se passer. Vraiment, donc quoi qu'il en soit, il fallait gagner. Exactement. Donc c'était un match de phase finale. C'était un match de phase finale, c'était un véritable 8e, il l'avait pris comme ça. D'ailleurs, je pense que les joueurs se sont préparés comme si c'était un match couperé. Enfin, en tout cas, dans le discours qu'ils avaient, on sentait qu'ils étaient déjà en mode phase finale. De toute façon, ça l'était clairement. Ça l'était clairement. S'ils passaient à la trappe, c'était fini. C'est ça. Moi, j'étais dans la fameuse haie d'honneur que parle Aurélie, et je peux vous assurer que les visages étaient alors fermés comme rarement je les ai vus, moi, à l'entrée d'un match. Ils étaient dans leur bulle. Ils nous ont même pas regardé en passant. Ils sont passés. Alors, il n'y avait pas un regard, c'était vraiment la bulle complète. Après, on leur a fait du bien, j'en sais rien, je l'espère. J'espère qu'on leur a donné un peu de. Justement, qu'on leur a donné un peu de peps. Transition. Salut Bruno. Transition toute trouvée. C'était justement le sondage qu'on vous avait lancé ce matin. C'était est-ce que la banda et le millier de supporters avec les partenaires ont eu leur effet sur les joueurs? Sur la centaine de réponses, on a 60% pas loin qui nous disent que oui, que ça a joué. Donc comme quoi, ce que tu disais Freddy tout à l'heure, quoi, ça, voilà, même si c'était pas plein, la haie d'honneur plus le fait d'encourager, d'accompagner Morgan dans les tirs au but ou autre, a joué son rôle, quoi. Je crois que c'était on a évoqué hier ou il y a deux jours pour les espoirs.
c'était pas un match de championnat, c'était un match de phase finale. Et donc forcément, pour des joueurs, pour le collectif, des fois il y a des déclics qui se font sur ce moment-là. Sur les derniers champions, quand Castres a été champion, ils ont mis du temps à se qualifier. Bien sûr. Voilà, c'est pas forcément. Déjà, tu as connu être premier de poule et passer à la trappe aussi. Donc c'est différent. C'est presque, je dis pas que c'est un sport différent à ce moment-là, mais en tout cas, c'est une autre façon d'appréhender une rencontre de rugby. Il y a quelques joueurs d'expérience quand même, notamment avec, je ne sais pas si tu as évoqué sur Morgan, etc., 100%, mais voilà, tu as des gens d'expérience qui ont connu ces phases finales, et je pense qu'à un moment donné, quand il y a des grands rendez-vous, ces gens-là, ils sont présents. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure, sur les grands rendez-vous, ils sont rarement absents. Je trouve quand même sur ces dernières saisons. Après, c'est les échanges qu'on a depuis tout à l'heure quand on parle du match, et qu'on a parlé de la défense, qui a été très bonne, et de Parra qui a mis des points au pied, et phase finale. Et la conquête. Et la conquête, oui. La base, c'est la base de son sport. On n'a pas parlé de grandes envolées, de grands lancements de jeu. Non. Mais il y a pour la phase finale, heureusement, il faut un point d'écart suffit. Exactement. C'est ça. C'est ça. Puis en 2017, je rappelle qu'on est champion, on est 6e. Bah oui. On termine 6e. Je sais pas, 5e ou 6e, mais on termine en bas. On fait les barrages et à l'arrivée, on ramène le bouclier. Donc on va leur souhaiter la même chose. Depuis 2006, on est dans les phases finales quand même. Donc, on a raté une fois, 2014, je crois. Donc c'est quand même. Non, mais c'est très bien. C'est bien que le club se qualifie pour. On se plaint quand même des fois un peu la bouche pleine. Et Morgan Parra est le deuxième meilleur scoreur d'affilée, derrière un certain Brock James de toute l'histoire du top 14, sur les coups de pied enchaînés sans erreur. Donc comme quoi on est en plus sur une série où, même si Canal en parle moins parce qu'on préfère parler des clubs du Sud. Je sais pas pourquoi. Non, mais là, voilà, on se rend compte aussi de la qualif, ça compte. Un vrai botteur, ça compte. Là, qu'on était sur Canal plus décalé, les commentateurs étaient un peu plus sympas. Mais j'ai trouvé que c'était quand même moins porté. On a eu moins de critiques, j'ai trouvé, que quand c'est les. Je parlerai même pas de ce. Je peux même plus parler. Je peux même plus prononcer son nom. Vous analysez les joueurs, les arbitres et en plus les commentateurs. C'est une émission des supporters pour les supporters. Et du coup, ça analyse aussi les commentateurs. On évite de parler des arbitres parce que quand je me suis mis à l'arbitrage, on évite parce que sinon. Mais on critique le Canal. Non, on en parlera de l'arbitrage parce que moi j'avais une question par rapport. Coco dit heureusement ils étaient concentrés. Je fais quasiment tout le temps l'entrée des joueurs au match. Il y a souvent où ils sont tout le temps concentrés, Coco, mais il y a des fois où ils arrivent à te faire un petit sourire, une petite tape quand ils passent des machins. Là, je peux te dire que c'était droit dans la bulle et pas un regard. Donc, ils étaient beaucoup plus concentrés que beaucoup de matchs que j'ai fait. C'était, ils avaient les crocs. On voyait qu'ils avaient envie de mordre. Bien sûr. C'est clair. Non, c'est sérieux en tout cas. Ça fait ça faisait longtemps que je les avais pas vus aussi. J'ai trouvé sur le match. Je les ai trouvés hyper sereins. Même quand ils ont pris ce TC, je les ai pas sentis du tout perdre le fil du match. Tu parlais de concentration, mais ils nous avaient habitués justement à ces trous d'air en début de seconde mi-temps ou en fin de match selon les... Et là, moi, je les ai trouvés vraiment sereins. C'est-à-dire que même sur le deuxième essai, ils repartent, ils laissent les Rochelais dans leur 40. Voilà, ça a été posé. Alors après, il y a eu aussi le retour de Camille Lopez, c'est sûr que ça se sent. Il est pour beaucoup. Et parce qu'il n'y a pas de secret, c'est ce qu'on disait. Autant Nanaï Williams, c'est un super joueur balle en main, qui peut casser des lignes ou autres. Mais dans la gestion du jeu au pied, la gestion du match. Même dans le lien qu'il fait entre les joueurs sur le terrain. Même en tant que capitaine, après, tu as l'expérience du poste. Aussi, je crois que depuis le début de la saison, ça a pas mal parlé sur la touche et la mêlée, mais ça ne s'improvise pas en 15 jours. C'est du boulot. Là, c'est forcément une conquête où à un moment donné, tu n'as pas tes deux leaders de touche, tu as deux nouveaux talonneurs. C'est ça. C'est pas propre à eux, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est des heures et des heures de répétition que tu ne peux pas gagner. C'est du timing, c'est de la précision, et tu ne peux pas gagner ça en 6 mois, c'est long. Et là, finalement, même sur la mêlée, à un moment donné, tu as un Étienne et un Dato, et tu les as plus. Non, c'est ça. Tu les as plus, donc à un moment donné, il faut tout reconstruire. Et pareil, construire avec des jeunes qui ne connaissent pas non plus le poste à ce niveau-là, il ne fallait pas s'attendre à lui. Donc je pense que l'objectif, c'était aussi la reconstruction. Et pour un club, une équipe en reconstruction, tu es dans les 6 sur 14. Exactement. Et là, maintenant, à la limite...
tout est permis, quoi. Ben ouais, c'est du 50-50. Il y a eu une vague de joueurs, comme tu dis, qui sont partis. Un nouveau staff qui s'est mis en place avec Xavier qui a pris et Benson Stanley qui sont arrivés. Des nouveaux joueurs qui sont arrivés à des postes clés, Talonneur, Sébastien Bézier en neuf. Enfin, c'était sûr qu'il y avait un début de saison un peu mitigé. Ils se sont mis en route, mais après... Oui, puis enfin, il y a eu beaucoup de cassages de talons en début de saison qu'on a, enfin moi personnellement que j'ai défendu parce que on critique toujours le lanceur sur les touches quand les touches sont pas prises. Moi, il y a pas que ça se voit d'ailleurs avec le retour d'Ituria. C'est parce que dans l'alignement il n'y avait pas de meneur et qu'il n'y avait pas ce lien qu'il pouvait y avoir avec un Ituria qui excelle. Quand t'as pas déjà les leaders de touche et en plus t'as voilà, et Talonneur, c'est quelque part presque pas des binômes, puisque tu as les lifters, mais tu as un binôme entre le sauteur et en même temps le lanceur. Ça, c'est des heures et des heures de répétition. Et donc, je pense que ça sera mieux l'année prochaine et mieux l'année d'après. Et voilà, du coup, tu te satisfais déjà d'une qualif, c'est top. C'est clair. Ouais, et puis maintenant, Camille en plus a commencé dans la presse, mais je veux dire, quelque part, ils ont plus la pression du résultat. Donc, ils peuvent jouer libérés. La saison, elle est passée. Maintenant, après, c'est comment le groupe va avoir envie d'aller au bout, quoi. Bon, après il faut passer quand même Bordeaux d'abord, on va y venir, puis Toulouse en demi, mais voilà, c'est ce groupe-là maintenant, la grosse pression qu'ils avaient c'était de se qualifier, elle est là. Maintenant, dans la logique, si demain tu perds, c'est logique dans la logique du classement. Donc aujourd'hui, effectivement, tu disais, t'as rien à perdre. À la limite, c'est pas toi qui as la pression. Bien sûr. Tout à fait, ouais. C'est toi qui as la pression, c'est sûr. Donc justement, on en revient je vais rebondir dessus. Alors Alice, tu as fait ton petit carton rouge, c'est pas celui qu'on a choisi ce soir, mais c'était dans les interrogations que j'avais. On parlera de Pascal Gauzert tout à l'heure. Justement, donc samedi 20h45 au stade de Chabandelmas de Bordeaux, match de barrage UBB ASM. On commence par un petit pronostic, Pierre. ASM. Si, moi je les vois aller gagner là-bas avec peu d'écart, un peu comme samedi contre La Rochelle, mais jouer un match victorieux là-bas. Ouais. Cyril ? Sans aucun problème. Un tour de plus, minimum. Freddy ? l'ASM. Bon, 4, 100%. Je sais pas ce que vous en pensez derrière votre écran, mais ouais, on a l'ASM. Après, nous, c'est vrai que Bordeaux, moi, ça fait quelques temps, d'accord, ils ont enchaîné quelques matchs, mais ça fait quelques temps que je les trouve pas depuis la H-Cup. Ils sont pas, je pense que la Coupe d'Europe. Je pense que ça leur a mis un petit peu de plomb dans l'aile. Ça leur a un peu coupé les. Ouais, et puis ils accusent un peu le coup. Ils sortaient d'une grosse saison l'année dernière et à un moment donné, il fallait bien marquer le pas. Et j'ai l'impression que malheureusement pour eux, ça. Faut dire qu'ils avaient une Coupe d'Europe un peu toute nouvelle pour eux. Moi, je pense qu'ils ont aussi laissé des plumes pour déjà le quart de finale, etc. Ils nous ont laissé des plumes. En plus, ils avaient de par le Covid, ils ont eu des matchs en retard. Après, ils ont enchaîné. Ils ont enchaîné des matchs de semaines où il fallait gagner des points parce qu'à un moment donné, ils ne sont pas dans les 6. Alors, tu sais bien qu'avec 2-3 matchs de retard, logiquement, avec les matchs qui leur attendaient, mais malgré tout, les matchs, il faut les jouer. Physiquement, il faut les jouer parce qu'en face, il y avait des gens qui ne leur donnaient pas les points parce que certains jouaient le maintien. Donc, on sait bien que tu ne peux pas être en pleine bourre toute la saison. Et ils ont peut-être passé le pic. Et donc, peut-être qu'on les prend au moment. Alors, le seul truc qui est peut-être un peu inquiétant, c'est que le week-end dernier, je dis pas qu'ils ont pris la fessée, mais en tout cas ils ont été et que je pense que le coach a peut-être piqué. Ça aurait été bien qu'ils gagnent d'un ou deux points. Peut-être pas le même état d'esprit, je sais pas. Après. C'est vrai. Après, il y a des blessés un peu partout parce que nous, c'est vrai qu'au centre ça pêche. Alors je sais pas si Fofana s'est remis. Je sais pas, au centre. Après, Cyril, il joue au centre aussi. Cyril joue au centre, si tu peux reprendre. Après, il y a Bordeaux, c'est une belle ville en plus. Ça va être juste, mais tu peux reprendre, mais après, au centre. Voilà. Peut-être Damien, on a d'autres. Ça peut être la surprise. Williams l'a déjà fait. Il a fini le match au centre, d'ailleurs. Et du côté de l'UBB, ils ont une perte et non de moindre, c'est leur pilier gauche. J'ai perdu son nom, mais c'est le jeune de 25 ans qui était titulaire, qui était sélectionné en équipe de France cet hiver.
Et du coup, ils ont que Jefferson Poirot en spécialiste du poste. Et voilà, c'est un peu comme nous au niveau talonneur. Mais faut-il encore que Jefferson Poirot soit capable de tenir un match, quoi. Il a raison, Jean-Luc. On a fait un bon nul là-bas, une défaite au Michelin. Ouais. On va équilibrer les comptes, on va gagner. Ouais, je te rejoins entièrement. Je suis preneur. Très bonne analyse, Jean-Luc. Je suis preneur. Et Phil, si tu as croisé Laurent Marty, j'espère que tu lui as dit que samedi soir, on repartait avec la victoire. Et oui, il faisait un reportage cette semaine. Il faisait un reportage chez eux dans les coulisses de l'OBB. Ouais, j'ai vu ça sur. Ok. Bon, la prochaine fois, tu feras un reportage dans les coulisses de l'ASM. Non, voilà, on part sur. Ouais, Jalibert était juste remplaçant, Wally, c'est vrai, mais après, c'est le maître à jouer de l'UBB. Il économise un peu, je pense aussi. Et puis Jalibert, sans que ça paraisse, tu peux te rendre compte que quand il est au top, l'UBB est au top, et s'il marque un peu le pas, on n'a pas le même collectif en face, donc c'était un peu comme nous avec Camille Lopez. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais du coup, ça sera quand même. Je pense que ce secteur du 10 va être une des pièces maîtresses de ce match-là, quoi. Bétham, pourquoi pas au centre, ouais. Très bien. Ouais. Peut-être une solution aussi. Après, on verra. Peut-être qu'il y aura des surprises. On est en phase finale, on ne sait pas tout ce qui s'est préparé. Et il y a des choses qui arrivent généralement après. Donc on verra bien. En tout cas, on est tous d'accord pour sortir un espoir du chapeau. Et pour souhaiter et pour voir la victoire de l'ASM samedi soir. Alors, pour en revenir à ce que disait Alice tout à l'heure, c'est une question, c'est pas pour critiquer l'arbitrage, mais c'est vrai que on a Pascal Gauzer qui va arbitrer le match. Oui. Et Pascal Gauzer est licencié Nouvelle-Aquitaine. Et c'est vrai que moi aussi, je pensais qu'on avait quand même assez d'arbitres pro pour avoir un arbitre qui ne soit pas licencié dans le même comité qu'une des deux équipes. Il doit y avoir quelque chose de spécial quand même avec Bordeaux, parce que soit on se paye, comment il s'appelle, l'autre qui est de Bordeaux aussi. Charabas, il est de Bayonne. Mais il est Nouvelle-Aquitaine aussi. Soit on a Charabas, soit on a Gahuzer. Donc chaque fois qu'on joue Bordeaux, on a quelqu'un de Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est vrai que ça pose question quand même, quelque part. Mais c'est vrai que... à ce niveau-là, bon... Après, c'est des pros. À ce niveau-là, j'espère qu'ils sont... De toute façon, ils jouent Charabas, aussi, ça pas toujours été, quelque part aussi, ils jouent leur, je dis pas qu'ils jouent leur carrière, mais leur évolution, leur situation, voilà. Après la dernière fois que Gauzer nous a arbitré, on a mis 60 points à 4. Oui. Donc, on peut faire pareil. Espérons qu'on ait le même résultat contre Bordeaux, ça sera... Oui, Tifosi, c'est vrai aussi. Poit a assez souvent arbitré SM Toulouse. Ouais, on n'a pas souvent gagné. Ouais. Ça c'est des... Faire un bon match, engagé, c'est sûr que les phases de combat, connaissant Urios de l'autre côté, ça va être aussi la conquête et je pense que le maître mot pour eux ça va être ça, donc il va falloir répondre présent sur toutes ces phases de combat. De toute façon, si on y met l'agressivité qu'on a mis comme contre La Rochelle, moi je pense que ça passe. Jean-Luc le disait, mais quand on perd 37-36 je crois, et il faut pas oublier qu'on rate 3 pénales touches en lancer en touche. On passe à travers vraiment ce match-là. On prend un essai 2 à 5 mètres d'ailleurs. Donc 2 à pénale touche à 5 mètres. On prend l'essai après 2 ou 3 minutes d'arrêt de jeu à la fin du match. J'espère que les joueurs sauront s'en souvenir parce qu'avec ce qu'ils nous ont proposé ces derniers temps. Ouais, mais Benjamin Hernandez, c'est un Auvergnat et c'est pas pareil, Jean-Luc. Les Auvergnats avec les Auvergnats, c'est pas pareil. Benjamin Hernandez, c'est un jeune arbitre. Il intervient avec nous, il est déjà venu plusieurs fois. Et qui vient de débuter. On a aussi quelques jeunes au niveau arbitrage qui percent dans le haut niveau et c'est tant mieux, quoi. Jérémy Rosier aussi. Il y a Jérémy Rosier, qui a bougé pour le boulot, mais il est plus licencié. C'est un local. Donc, c'est un local aussi, de la plaine. Donc, Muratoise, il y a une jauge à 700. Tu peux être dans les 700 si tu veux aller les soutenir. Oui, le match se jouera, c'est confirmé par la préfecture, le match se jouera avec 5000 spectateurs. Et 700 places ont été libérées pour les supporters montferrandais. Donc il y aura quand même de l'ambiance. Place à 15 €, il me semble que j'ai vu sur le site de l'ASM. Et 2 par abonné, visiblement. Premier arrivé, comment ça se passe
Après, s'ils mettent 2 par abonné... Je pense que ça passe de toute façon par les clubs de supporters. Ouais, je pense que ça va passer par l'interclub. Ça va faire comme pour les derniers matchs, ils vont privilégier les supporters et les partenaires. On a fini pour la victoire de l'ASM contre l'UBB samedi. On fait comment pour les places? Je pense qu'il faut que tu ailles voir sur le site de l'ASM. Là, ils ont fait un communiqué. Tu commandais des demi pour pas des demi. Ils ont fait un communiqué ce soir là, sur le site. J'ai pas eu le temps de finir de le lire avant l'émission, mais va voir sur le site de l'ASM, tu trouveras. Je pense, Muratoise. Les demi, c'est où ça? Les demi, c'est à Lille. Oui. C'est à Lille cette année. Et on va avoir une finale. Et une finale, Rochelle, et la finale, c'est un vendredi soir. La Rochelle ASM. Oui, c'est la... Voilà, donc, La Rochelle ASM, un vendredi soir à Paris avec 5000 personnes, ça va pas... Non, je rigole. Enfin, je le souhaite en tout cas. Il y aura moins de monde dans la rue. Non, on va avoir un beau week-end de rugby quand même. Parce on a des jolis derbies. Jolis derbies en Pro D2. Avec Biarritz. Pour la descente, la jauge de supporters. Ouais. Je ne sais pas si ça va être bien respecté. Déjà, je ne sais pas si vous avez regardé l'arrivée de Castres samedi au stade. Moi, en y repensant après, quand j'ai vu, j'en étais un petit peu ridicule avec notre d'honneur. On va y revenir parce que le président de Toulon a fait une sortie, c'est le carton rouge de la fin de l'émission. Le président de Toulon a fait une sortie que je trouve déplorable, donc on en reparlera après. Et au-delà de nos garçons, et j'y tenais parce qu'en plus il y a 15 jours on avait reçu Caroline Thomas et Emma Couder ici. On a nos filles de l'ASM qui jouent samedi aussi à 17h au stade Ernest Vallon de Toulouse, leur demi-finale du championnat de France Élite 1 contre Montpellier, contre l'Ogre Montpellier, parce qu'alors je crois qu'elles ont 13 ou 14 internationales. C'est énorme cette année. Donc voilà, elles ont fait un carte supporter aussi, puisque la jauge est la même à Toulouse. Vous pouvez aller voir sur leur site, je ne sais pas si... Je crois que c'est plein. Je crois que c'est déjà plein. C'est déjà plein, parce que j'ai vu un appel, c'est possible, parce que de toute façon... Trop même s'ils n'avaient pas fait une liste d'attente en attente au cas de désistement. Ouais. Et voilà, donc on va leur souhaiter parce que c'est pareil, elles ont progressé d'une façon fulgurante cette saison. Elles terminent première de leur poule, puisqu'en allant gagner avec le bonus contre Bordeaux et le Stade Toulousain faisant match nul contre Bayonne. Elles terminent première de leur poule, donc de la saison régulière. Et de l'autre côté, ça sera Blagnac-Toulouse, à Blagnac. Blagnac étant le deuxième ogre de cette poule, c'est pas le Stade Toulousain chez les filles. Blagnac est plus fourni que les filles, mais voilà, en tout cas, les filles, on croise les doigts, on vous soutient de tout cœur. Et pour faire un petit prono, moi, j'opterai aussi sur la victoire montferrandaise. Alors, pas pour les mêmes raisons, mais je me dis que c'est un peu l'heure de ces filles et qu'avec la saison qu'elles font, elles peuvent créer la surprise. Voilà, ça serait vraiment une surprise. Mais voilà. Ça serait une belle surprise. Quand on voit ce qu'elles avaient proposé à Toulouse. Elles y croient en tous les cas. Moi, j'ai vu Caroline Thomas samedi. À Toulouse avec un arbitrage pas très favorable pour elles, ce qu'elles ont proposé au match retour, ce qu'elles ont proposé contre Bayonne, qui était déjà au départ quand on voyait la poule. On se disait comment elles vont en sortir. Voilà. Ouais, c'est vrai que là, c'est leur meilleur résultat dans ce nouveau format. Puisque, et là, c'est vrai que quand on voit les quatre équipes, Toulouse, Blagnac, Montpellier, ASM, Romagna, là, c'est le haut niveau. Le haut niveau, et c'est vrai que nous, pour les côtoyer régulièrement au club, on voit comment globalement le rugby féminin, et donc du coup, ASM Romagna a évolué sur ces dernières années, ça s'est professionnalisé, donc avec tout l'environnement autour, ça s'est structuré, et forcément, en tout cas cette équipe-là, elle a beaucoup progressé. Alors on leur souhaite le meilleur, bien sûr. Mais je pense qu'il y a encore une belle marge de progression dans cette équipe-là. Oui, c'est sûr. Elles deviennent attractives, elles ont fait venir des jeunes italiennes là, qui sont énormes. Qui sont énormes, que ce soit sur le terrain. Je parlais rugbystiquement, moi. C'est costaud. Elles sont super, puis le club a franchi une étape. Bien sûr. Elles deviennent attractives. Il y a des filles qui viennent maintenant. Non, c'est super. Les italiennes, moi la dernière fois, la troisième ligne, là, elle a 4 poumons. Elle est. Ça a permis. Il n'y a pas eu que ces recrues-là, mais ils arrivent à recruter maintenant des joueuses de qualité.
plus celles qui sont là depuis. Caroline, qui est là depuis très longtemps. Je sais pas, vous avez des infos sur la retransmission. Il y a plein de questions sur la retransmission des filles. Non, par contre Aurélie l'a bien dit, je crois que c'est sur le Facebook. Sur le Facebook Live, il n'y a pas de. C'est des Facebook Live. Je disais peut-être qu'Eurosport va tenter, mais je pensais comme Coco. En tout cas, tout de suite, je l'ai pas vu ni sur. J'ai regardé avant l'émission. Ni sur le Facebook de Montpellier, ni sur le Facebook de l'ASM, ils en parlaient, mais Montpellier devrait diffuser le match en Facebook Live. Alors, peut-être que l'ASM le proposera aussi en même temps. Parce que jusqu'à présent, on avait Françoise Maillot qui. On le fait en commun. Voilà, c'est possible. Il y avait une question pour toi, Cyril. Est-ce que Tixeron sera toujours ah oui, bien sûr. l'ASM l'année prochaine? Oui, bien sûr. Non, il est bien chez nous. Surtout que c'est encore un joueur des Marques de Verre. Un local, donc voilà, c'est important. Oui, non. Kylian sera toujours là. On espère qu'il jouera. C'est Fabien Favier. Ouais, c'est l'anniversaire, oui, t'as raison, c'est l'anniversaire de Leila Garmi, on lui souhaite une belle joueuse aussi. Voilà. Leila, c'est vrai. C'est une belle saison aussi. Et Stéphane, je te rejoins entièrement. C'est vrai que le rugby féminin le mérite entièrement parce qu'elles progressent, elles font plaisir à voir. Ce qu'on disait, c'est un rugby qui est très ouvert, très aéré. C'est beau à voir jouer parce que ça joue, il n'y a pas de temps mort. Voilà. C'est beaucoup plus aérien que le rugby masculin où il y a plus d'impact peut-être devant, où il commence à y en avoir, mais ça tape aussi. Ça tape, mais ça ouvre plus que dans le masculin. Voilà. Ça cherche plus l'évitement que. Déjà, il y a un élément important, c'est que il y a Jessie qui est peut-être l'extraterrestre sur le jeu au pied, mais globalement, dans le rugby féminin, il n'y a pas le jeu au pied des garçons. Ça. Et donc, à un moment donné, quand tu as les ballons du fond du terrain et que tu sais que tu ne vas pas remonter avec le pied, tu le joues différemment, et ce qui donne ce rugby déjà plus plaisant. Et puis même la vitesse, les gabarits, tout est. Voilà, donc c'est un peu moins. Jessie, elle a été à bonne école avec Annick. Mais c'est vrai, elle a pratiqué le foot aussi avant, etc. Annick, elle avait un coup de pied aussi. C'est un rugby agréable. Ah, c'est vrai que c'est agréable de qualité. Et franchement, ça a été ça a progressé en peu de temps. On le voit au travers de l'équipe de France aussi. Donc c'est franchement. Encore des Montferrandais qui entraînent, donc comme quoi. Oui, c'est ça. On a quand même un réservoir en Auvergne. Pas qu'à Perpignan, je disais ça. C'est pour ça, je sais pas de quoi tu parles. Tu sais mal où c'est, toi. Ouais. Non, je sais encore où c'est, mais. Il y a trop de vent, Perpignan. Ouais, quand tu joues derrière, tu peux trouver des grandes touches, par contre. Si t'as le vent dans le dos, Ah oui, bien sûr. Sur une mi-temps sur deux. Sinon, tu restes dans ton embut. Ça. Bon voilà, et on va lancer un petit jingle carton rouge avant d'avoir une question diverse. T'as parlé de ton sondage. On l'a parlé pendant le match ASM La Rochelle. Alors d'habitude, Pierre, c'est moi. Pierre, c'est moi qui suis pas. Ah mais j'ai pris la place à Coco, donc ça doit être le siège qui fait ça. C'est le siège qui fait. Je vais me tuer. Jingle. Et donc le carton rouge, c'est alors on a hésité longuement entre l'arbitrage, la décision de la Ligue de nous sortir des équipes réservistes où on trouvait que pour les joueurs, c'était assez faire 3 tests sans pouvoir trop s'entraîner juste au cas où pour jouer à la dernière minute. C'est ce qu'ils ont fait en Pro D2. Et puis finalement, on a ce président de Toulon. Qui est venu tous nous mettre d'accord. Qui nous a tous mis d'accord, je l'ai appris par le Dauphiné, je crois. Où samedi soir, il a dû compter les spectateurs, il doit avoir que ça à faire. Du côté de Castres, parce qu'il trouvait qu'il y avait trop d'ambiance, et il a fait appeler par son directeur la police pour faire évacuer les gens qui n'auraient pas leur attestation. Alors il s'est avéré que la police s'est trouvée un petit peu embêtée parce qu'en plus les personnes qui étaient dans le stade étaient bien aux alentours de 1000 et en plus avaient tous des attestations, c'était soit des partenaires, soit des clubs de supporters. Donc voilà, mais je trouve cette attitude déplorable. Je trouve que ça n'a pas lieu d'être dans le rugby. Je veux dire, il y a d'autres choses à régler avant de s'occuper des 1000 supporters de Castres, d'autant plus qu'avec la branlée qu'ils ont pris, il aurait mieux fait de s'occuper de ses affaires. Mais c'est pour ça qu'il en avait. Non, parce qu'il l'a fait au début du match, donc voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. C'était pour déstabiliser les Castrés. Moi, le carton rouge, je trouve vraiment qu'il est, voilà.
Ça n'a pas lieu d'être. Il y a d'autres façons de le régler au rugby. Même si le sport évolue, je trouve qu'on n'est pas obligé de prendre ce qui se fait de moins bien ailleurs. Exactement. Ouais, c'est pas sa première sortie. Hein. Non, je suis pas habitué, donc une de plus, une de moins, il fait parler de lui. Il fait parler de son club. C'est pas Boudjelal, c'est le nouveau président. Non, c'est le nouveau président. C'est pour ça qu'il essaye de faire du Boudjelal. Non. Boudjelal l'aurait fait dans la presse, que là c'est le nouveau président. D'accord, il essaie de copier. Il essaie de copier. Il essaie de faire oublier que son club, c'est pas qualifié. Ouais, c'est ça. Ouais, avec le potentiel. Le verre d'eau qu'un arbitre a pris à la figure. Ouais, je crois que c'est à Bayonne. C'est à Bayonne qu'il y en a un qui a craqué, qui lui a acheté un verre d'eau. Ouais, j'ai vu ça. À la fin du match, ouais. C'est pas... Il est chaud. Ouais. Bah, les Basques en plus. Ils ont les seins chauds. Ouais, c'est ça. Ils se préparent pour le week-end prochain. Ouais, c'est ça, c'est le fil, t'as raison. Saison compliquée pour le RCT. Défaite à domicile, 8ème place, donc pas de qualif pour la H-Cup. Ouais. C'est vrai que saison difficile, même s'ils sont en reconstruction avec des projets différents de ceux qu'avait Boudjelal justement. Ouais. Mais c'est ce que disait Serein là, à la fin du match ou dans le début de semaine, c'est que le match il a l'image de leur saison, il était moyen. Donc s'ils y sont pas, c'est qu'ils le méritent pas c'est vraiment. Ça. C'est ça. Et Fabien, je te rejoins entièrement. Parce que les supporters toulonnais justement ne sont pas exempts de tout reproche envers leurs joueurs. Déjà, donc c'est vrai que, sans parler de l'attitude qu'ils peuvent avoir, mais là c'est vrai qu'envers leurs joueurs en ce moment ils sont un peu plus durs. Comme on dit souvent, quand on parle trop comme ça, il faut souvent balayer devant sa porte avant d'aller voir ce qui se passe chez les autres. Ouais, c'est sûr que le résultat en plus, avec l'écart, etc. Bon, tu disais c'est une équipe en reconstruction, comme l'ASM, mais bon, du coup toi t'es dedans, eux ils y sont pas, donc c'est plutôt jouissif du coup. Pour une fois. C'est ça, de voir tout le monde derrière nous, on va pas s'en plaindre quoi. Après, moi j'ai pas regardé le monde qu'il y avait dans le stade pour Castres-Toulon. Par contre, à l'arrivée des joueurs, il y avait une foule comme s'ils avaient ramené le bouclier. Je sais pas si vous avez vu le quart des Castrés arriver, mais alors c'était impressionnant par contre. Ouais, c'est ça. C'était pas très Covid d'ailleurs. Ouais, c'était pas très Covid ça par contre. Aux images, je sais pas, tout le monde était vacciné là, je suis pas sûr. Nous, notre petite aide d'honneur qu'on a fait, où il y avait quand même pas mal de monde, je trouve qu'il y avait quand même pas mal de monde. Ouais. On était vraiment derrière des barrières, on avait quasiment, tout le monde avait le masque. Il y avait le masque, c'était assez respecté. Moi je l'avais, mais c'était respecté en grande majorité. Chacun a son rôle à jouer, mais après ça serait quand même dommage. Castres pouvait être en position d'être qualifié. Je ne sais pas comment ils ont été impactés au niveau Covid, mais ça aurait été dommage de se choper un Covid une semaine avant un match de barrage. C'est vrai que là, chacun doit quand même prendre ses responsabilités. C'est bien que le public revienne. Maintenant, c'est mieux aussi qu'on puisse respecter les gestes barrières et que tout le monde puisse... Serein, il ne faut pas le recruter. En fait, Tifosi. C'est le chat noir en fait. Serein à Bordeaux, il a jamais fait phase finale et là du coup... Il part à Toulon et il ne les fera pas non plus. Oui, je pense pas qu'il est sur les tablettes de l'ASM, je sais pas. Non, puis là, Bézipara. Bézipara, je pense que Et puis il y a Kevin Gallard derrière qui pousse à la porte. On a des jeunes qui arrivent aussi. Ouais, bien sûr. Oui, il y a encore un nouveau neuf aussi en espoir qui promet aussi encore. Ah, Messaké ? Ouais. C'est un bon joueur, Messaké. Très bien. J'ai du mal encore avec les noms des espoirs, moi, quand je vais les voir, parce que force, ça fait retenir. Ah ouais, c'est ça. Mais il y a du beau monde encore. J'ai les voir jouer 2-3 fois, moi, cette année. Ça pousse. Ouais, ça pousse encore derrière, les petits Crabos qui montent. Ouais, les Crabos aussi, on a notre belle génération. Les Crabos, justement, avant de finir la saison, comment vous avez pu les... C'est vrai que là, c'était au sein même du club, c'était compliqué parce qu'effectivement, on est dans un système d'entonnoir lié à la fédération au niveau des effectifs. Et c'est difficile d'évaluer les joueurs parce que l'entraînement, c'est bien, mais le match, c'est mieux pour essayer d'évaluer. Donc on a fait au mieux, on a essayé de donner le plus de chance aux joueurs, d'être dans les meilleures conditions. Donc on a essayé de travailler quand même sur l'humain, c'est la base. Mais il faut imaginer qu'une situation comme ça, c'est très compliqué. On a des jeunes cadets qui sont passés de cadets à espoir. Parce qu'on a quasiment pas... La saison dernière, ils ont fait 6 matchs. Ils ont fait...
Cette année, 0. Là, tu évalues des joueurs qui sont passés cadets, et sortaient à peine de l'école de rugby, et ils se retrouvent avec Cyril et Adèle l'année prochaine. Alors, avec des joueurs qui n'ont pas eu l'opportunité de s'entraîner avec le contact, voilà, et avec des joueurs qui vont s'entraîner avec des joueurs qui sont entraînés toute la saison. Donc, ça va être complexe. Donc, voilà, en tout cas, le club a essayé de mettre tout ce qu'on pouvait pour gérer au mieux cette situation. Ils sont pris un peu la tête pour que les jeunes puissent se développer au maximum avec, en fonction des règles sanitaires qui étaient... Parce que vu qu'ils étaient mineurs, parce que c'est Philippe qui était redescendu des Espoirs. Ouais, Philippe et Kramos et Johan qui montait des Goderman en Kramos. Franchement, on a fait des trucs. Il faut imaginer que pendant la période Covid, on est allé entraîner dans les internats. Individuellement, un coach, un joueur, et toutes les 20 minutes. Il y avait un joueur qui sortait, on lui faisait travailler la mêlée, on n'avait pas le droit de le toucher, etc. Il remontait dans sa chambre, il avait rendez-vous avec notre collègue préparation mentale pour travailler sur son avenir. En même temps, on avait des gars. Donc on a mis tout ce qu'on pouvait pour essayer de maintenir les jeunes dans l'optique de passer un cap, parce qu'on sait que malheureusement, rapidement, il y a des décisions qui sont prises pour leur avenir. Et quelque part, il faut imaginer que dans nos positions, on joue quelque part avec la vie des gamins. Parce que tu dis oui, Cyril, dans sa situation, tu dis oui, tu montes, tu dis non, tu montes pas. Si tu t'es trompé, tu as joué avec la vie d'un gamin qui espère devenir joueur professionnel. Donc, c'est quelque les gamins, ils accordent énormément d'importance quand ils sont dans le club au rugby. Et si tu lui dis non, mais il va peut-être essayer de tout quitter pour aller dans un autre club à 500 bornes de chez lui. Alors qu'en fait, si on avait dit oui, il serait resté près de sa famille. Enfin, c'est compliqué. Ouais. Et avant qu'on se quitte, on va déjà, Fabien, je vais rebondir sur Toulouse s'entraîne régulièrement avec les espoirs. Je trouve l'idée intéressante. On en a parlé en début d'émission, mais il y a une passerelle qui existe déjà entre. Ça se fait chez nous aussi. C'est un fonctionnement différent. Ils ont tous sur le même site. Les espoirs et les pros à Toulouse, ils ont tous sur le même site. Mais nous, on a déjà beaucoup de joueurs qui sortent du centre de formation. Et on a 18 joueurs qui sont espoirs encore, qui sont au quotidien avec les pros. Et ceux qui jouent en pro, c'est parfait. Et ceux qui descendent, ils descendent le vendredi pour faire la mise en place avec nous et jouer le week-end. Donc, on n'est pas tous en commun, mais en même temps, on a quand même 18 joueurs c'est presque la moitié du effectif qui sont du centre de formation et qui sont encore au centre de formation pour vers le sparring partner et ceux qui comptent pour l'opposition. Et pour les oppositions, donc c'est pas, je pense pas que ce soit comparable, c'est qu'eux ils ont leur manière de faire, nous on a la nôtre. C'est les environnements qui dictent aussi le truc. Après l'idée aussi, ça a toujours été de dire que finalement pour être avec les pros, ça se mérite aussi. Et des fois, quand c'est comme les gamins à la maison, quand tu donnes le truc trop facilement, après derrière tu peux relever la médaille. Donc le dire, quand tu montes là-haut, c'est vraiment que tu as fait les efforts nécessaires. Donc je pense que c'est aussi un point important. Et bon, après, je ne sais pas si on peut comparer les trucs, les deux clubs, mais quand on regarde un peu tous les joueurs qu'on retrouve dans nos deux structures et tous les jeunes qui sont passés par nos structures et qui sont dans des clubs pro, je pense que on est pas mal placé. On est pas mal placé encore. On est pas mal. Après, ce qui est assez qu'en ce moment, les Toulousains sont dans une phase où leur équipe première tourne du feu de Dieu. Ils ont passé champions de France. Ils ont passé le trou où ils ont retravaillé et là ils sont de nouveau en phase ascendante. Exactement, donc c'est ça. Tant mieux pour eux, on a des bons jeunes en France. Donc, oui, voilà, c'est ça, c'est que le rugby français s'en trouve mieux fourni. Il a eu un coup aussi, il revient bien. Et enfin, c'était vous derrière votre écran et sur le groupe où on voulait vous remercier parce qu'on a passé la barre des 2032 abonnés sur le groupe. Donc un grand merci pour le suivi que vous nous faites, un grand merci pour vos participations. N'hésitez pas à partager quand il y a l'émission, à inviter vos amis ou voilà, qu'on soit nombreux. Non pas que nos égos en aient besoin, et encore quoique. Non, je rigole. C'est quand même plus simple. En tout cas, ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'il y a déjà 2032 personnes qui se retrouvent autour d'une même passion et qui est le ballon ovale et nos jaunards dans l'ensemble. Donc voilà, je pense que ce soit l'émission de Racarverne ou la nôtre ici c'est l'émission,
On vous dit un grand merci, continuez à nous suivre, n'hésitez pas à partager, continuez à participer parce que ça fait vivre aussi le groupe et ça fait plaisir de pouvoir partager autour de cette même passion. Donc voilà, en tout cas, merci Freddy, merci Cyril pour votre participation. Merci pour l'invitation. Ouais, merci beaucoup. Merci Pierre. Et la réussite pour l'année prochaine pour nos espoirs. Un titre pour nos espoirs. Voilà. Alexis, c'est avec plaisir, je te relaisserai la main dans 15 jours. Coco, pareil. C'est pas ce qu'il a dit tout à l'heure, mais bon. Avec grand plaisir de vous revoir. La semaine prochaine, donc, Rock Arverne avec Arnaud à la présentation et Jean-Luc. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Merci et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.